l'énigme des fréquences perdues, l'architecture sonore oubliée d'une civilisation disparue. L'histoire des sciences et de l'art recèle parfois des mystères enfouis sous le poids des siècles, des secrets si subtilement effacés qu'ils ne laissent derrière eux que de vagues murmures, au hasard d'une vente aux enchères. Un ancien diapason en laiton noirci par le temps a récemment attiré l'attention de chercheurs indépendants. Lourd, patiné, cet objet portait une inscription gravée à peine lisible sur son le nombre K4032. Ce chiffre ne correspond à aucune norme musicale moderne, à aucun orchestre contemporain, ni à aucun enseignement dispensé dans les conservatoires actuels où le diapason standardiserait âge. Pourtant, cette découverte fortuite a marqué le début d'une longue investigation à travers les archives de l'acoustique et de l'histoire humaine. Les sceptiques et les historiens de formation croient ordinaire aux preuves tangibles, aux documents officiels et aux démonstrations empiriques vérifiables sous la lumière crue de la méthode scientifique. Mais en approfondissant la recherche, une toute autre réalité s'effille des mois et des années. Il existe une histoire du son qui n'est plus enseignée dans les manuels scolaires ni dans les universités prestigieuses. Une lignée complexe de fréquences, de résonances, d'acoustique architecturale et de vibrations thérapeutiques semble avoir été méthodiquement et calmement retirée des registres officiels de l'humanité. Ce phénomène ne relève pas d'une simple érosion naturelle due au passage du temps ou à l'oubli involontaire des générations successives. Il s'agit d'une disparition coordonnée, question fondamentale et troublante. Comment une civilisation entière a-t-elle pu perdre la capacité d'entendre et de comprendre le monde vibratoire qui l'entoure? L'explication officielle fournie par les institutions contemporaines se veut pourtant rassurante et pragmatique. Selon l'histoire conventionnelle, la hauteur musicale n'a jamais été standardisée au cours des siècles passés. Chaque région, chaque facteur d'instrument et chaque ensemble accordait ses instruments selon des fréquences locales variables. Une conférence internationale organisée à Londres décida de fixer le diapason officiel à 430 Hz. Cette décision purement bureaucratique et logistique facilitait la diffusion radiophonique naissante, la fabrication industrielle des instruments de musique à grande échelle et la coopération internationale. Cette explication rationnelle et administrative semble parfaitement logique à première vue, correspondant en tout point à la standardisation moderne. Cependant, ce récit officiel s'effondre lorsque la recherche se penche sur l'état des connaissances antérieures à ce décret. En fouillant les archives historiques, les registres de fabrication d'êtres luthières, les analyses acoustiques collections de musées et les correspondances des compositeurs siècles, un élément bouscule cette version linéaire. Le nombre Vakar 3D apparaît constamment, non pas comme une anomalie isolée, mais comme un fil conducteur. Des compositeurs d'opéra italiens aux théoriciens d'Europe du Nord. Cette fréquence spécifique revient régulièrement dans les textes fondamentaux sous l'appellation de diapason philosophique, telle une marque invisible gravée dans les structures de l'musicale européenne. Giuseppe Verdi, l'un des plus grands architectes de l'opéra occidental, qui manipulait le son comme les bâtisseurs de cathédrales manipulaient la pierre, a explicitement défendu l'adoption à 130 Hz. Le maestro italien affirmait avec conviction que les fréquences plus élevées étaient nocives pour la voix humaine et agressaient l'organisme des chanteurs. Il a mené des campagnes rigoureuses pour imposer cette norme vibratoire dans les théâtres lyriques de son époque. Si l'un des esprits les plus brillants de l'histoire musicale affirmait qu'une fréquence précise protégeait l'intégrité biologique humaine, qu'a réellement perdu l'humanité en abandonnant cette science, la réponse demeure mystérieuse car la science moderne ignore largement la question. Pour comprendre l'ampleur de cette perte, il convient d'observer l'architecture ancienne, celle qui précède de plusieurs siècles l'apparition des logiciels de modélisation numérique et des panneaux acoustiques industriels et qui pourtant surpasse souvent les réalisations qu'on l'ait en termes de propagation des ondes. Les grandes cathédrales médiévales d'Europe possèdent des propriétés acoustiques exceptionnelles qui fascinent les ingénieurs du son depuis des décennies.
L'analyse de la réverbération dans la cathédrale de Chartres révèle des mesures atteignant ou dépassant 8 secondes dans certains registres précis. Une note chantée ou jouée à l'intérieur de cet espace sacré continue de résonner et de se propager de manière prolongée, bien après que la source sonore s'est tue. Les maîtres d'œuvre ont choisi des dimensions, des proportions géométriques et des matériaux spécifiques pour obtenir ce résultat saisissant. L'explication classique stipule que ces caractéristiques visaient uniquement un but spirituel, destiné à inspirer l'effroi et la dévotion chez les fidèles. Pourtant, l'étude approfondie de monuments, bien plus anciens, suggère une intention si scientifique beaucoup plus profonde et universelle. Le site préhistorique de Negrange en Irlande, un tumulus plus ancien que les pyramides d'Égypte et Stonehenge, recèle une chambre interne dont les propriétés acoustiques déroutent les archéologues. L'espace intérieur de Negrange résonne précisément à des fréquences correspondant aux tonalités les plus basses de la voix masculine. Les archéoacousticiens ont mis en évidence la présence d'ondes stationnaires à l'intérieur de la structure, créant des nœuds de pression acoustique intense capables de provoquer des sensations physiques réelles chez les personnes positionnées à des endroits précis de la pièce. Un phénomène similaire s'observe au sein de l'hypogée de Hal Saflieni, un complexe souterrain néolithique creusé dans la roche à Malte il y a plusieurs millénaires, dans une section spécifique appelée la salle de l'oracle. La résonance se manifeste de manière constante autour de 100 Posenerz. Ce chiffre correspond exactement à la limite inférieure de la fréquence fondamentale de la voix d'un homme adulte. Des recherches en neurosciences menées sur ces fréquences spécifiques suggèrent que la vibration Al-Samuzir possède la capacité d'inhiber l'activité du cortex préfrontal, responsable pensée analytique, tout en stimulant les structures cérébrales primitives liées aux états modifiés de conscience. Les bâtisseurs de l'hypogée de Al-Saflieni ne possédaient théoriquement aucun outil moderne pour mesurer les ondes cérébrales, et pourtant, la précision de leur architecture demeure indéniable. L'accumulation de ces anomalies pousse la recherche scientifique à s'intéresser à un autre domaine négligé par l'histoire officielle, telle l'utilisation thérapeutique des cloches dans l'Europe prémoderne. Les cloches ont occupé une place centrale et universelle dans la quasi-totalité des cultures humaines à travers le globe, pendant les grandes épidémies de peste qui ont ravagé le continent moyen, dis-je. Les autorités ordonnaient de faire sonner les cloches des églises de manière continue. L'histoire officielle explique cette pratique par des motifs cérémoniels, liturgiques ou par la nécessité d'appeler les populations à la prière collective face au fléau. Cependant, des documents hospitaliers marginaux issus d'institutions médicales anciennes décrivent des protocoles de sonneries extrêmement rigoureux, impliquant des cloches fondues selon des alliages et des proportions géométriques très strictes. Ces instruments n'étaient pas suspendus au sommet de clochers isolés, mais intégrés directement au cœur même des infrastructures de soins, insérés dans les murs de salles de résonance dédiées. Des récits de voyageurs du XIe siècle décrivent des sanatoriums où les malades étaient exposés à des vibrations sonores prolongées dans le but d'obtenir ce que les médecins de la restauration harmonique ou l'alignement des fréquences corporelles. Bien que ces termes ne correspondent plus au jargon de la médecine contemporaine basée sur la pharmacologie et la chirurgie, ils témoignent de l'existence passée d'un vaste corpus de connaissances axé sur les interactions entre le son et la biologie humaine. C'est à ce point précis de la recherche que la questionne civilisation avancée, souvent désignée sous le nom de Tartaria dans la cartographie des XVIe siècle, devient incontournable pour expliquer l'universalité de ces techniques de construction acoustique à travers le monde. Les cartes géographiques produites par les plus grands cartographes européens de l'époque prémoderne attestent sans ambiguïté de l'existence d'un immense territoire s'étendant sur l'Érythrée et septentrional, nommé la Grande Tartarie. Au-delà des débats géopolitiques traditionnels concernant la nature de cette entité, les indices fragmentaires suggèrent que cette culture possédait une maîtrise exceptionnelle des technologies vibratoires.
on retrouve à travers toute l'Eurasie des édifices monumentaux partageant des caractéristiques géométriques et acoustiques identiques à celles des édifices religieux d'Europe occidentale, sans qu'aucun transfert technologique officiel ne soit répertorié par les historiens modernes. Des bâtiments construits par des cultures supposées isolées et sans contact atteignent l'éclusion acoustique précise. Cette convergence mathématique et vibratoire ne peut relever du simple hasard architectural. Elle démontre l'existence d'une science globale, commune dont les principes fondamentaux ont été effacés des mémoires à l'aube de l'ère industrielle. Le domaine de l'opéra du XVe siècle illustre parfaitement cette symbiose perdue entre le son, la physiologie et l'architecture. Les théâtres légendaires tels que la Scala de Milan, l'Opéra d'État de Vienne ou le Palais Garnier à Paris ont été conçus comme de gigantesques instruments de musique holistique. Ces structures architecturales permettaient à la voix humaine non amplifiée de parvenir, avec une clarté cristalline jusqu'au dernier rang de la salle, exploitant les propriétés physiques du bois et de la pierre. Les artistes lyriques de cette époque suivaient des entraînements vocaux rigoureux s'étalant sur plusieurs années pour émettre des fréquences précises entrant en résonance parfaite à des ométries de ces espaces sacrés du spectacle. Les spectateurs de l'époque rapportaient régulièrement des sensations physiques intenses lors des représentations, décrivant des vagues de chaleur dans la poitrine, des modifications du rythme cardiaque et des réactions émotionnelles profondes déclenchées par la seule puissance vibratoire des compositions exécutées selon les anciens systèmes d'accordage. La documentation technique détaillant ces méthodes d'enseignement de la physique vocale et ses principes de construction harmonique a presque entièrement disparu lors de la grande phase de d'ascension technologique survenue au XVe siècle. Ce processus historique de transition n'est pas le fruit d'un complot secret orchestré par une poignée d'individus dans l'ombre, mais correspond plutôt à une convergence systémique et globale survenue entre la fin du XVe siècle et le début du XVe siècle. Durant cette période charnière, l'humanité a assisté à la standardisation simultanée de la musique vers le 40 Hz, à l'uniformisation de la médecine vers l'usage exclusif des molécules chimiques au détriment des trivironnementales, et à l'avènement d'une architecture urbaine industrielle utilisant le béton, l'acier et le verre, des matériaux inertes qui n'offrent aucune résonance harmonique. Ce virage matérialiste radical s'est opéré simultanément dans la quasi-totalité des pays industrialisés, effaçant une sagesse ancestrale. Les archives de cette transition technologique brillent par un mutisme surprenant. Les débats intellectuels et scientifiques qui auraient dû accompagner l'abandon de plusieurs siècles de savoir acoustique sont pratiquement inexistants dans les rapports officiels de l'époque. Pourtant, la physique des ondes démontre qu'une cloche ancienne produit une onde fondamentale accompagnée d'une série d'harmoniques complexes déterminées par la géométrie précise de l'instrument. Les maîtres fondeurs d'autrefois accordaient ces objets pour générer des battements acoustiques dont les fréquences correspondaient exactement au rythme biologique humain, tels que les ondes cérébrales de type alpha ou le rythme cardiaque au repos. L'intégration de ces technologies vibratoires au sein des espaces de guérison démontre que l'architecture médicale et l'acoustique ne formaient qu'une seule et unique discipline à travers l'histoire humaine, unifiée par une compréhension profonde des lois de la nature. Aujourd'hui, les silhouettes des anciens monuments de l'Asie centrale et les résonances des édifices sacrés d'Occident témoignent silencieusement de cette science oubliée. Bien que la chronologie officielle présente l'évolution humaine comme une ligne droite ascendante accumulant indéfiniment les connaissances, la perte de cette maîtrise acoustique globale prouve le contraire. Les chercheurs contemporains, armés de capteurs numériques et d'outils d'imagerie médicale, commencent à peine à redécouvrir les effets biologiques des fréquenciens bâtisseurs que les enzaient empiriquement. La disparition soudaine et totale de ces pratiques traditionnelles au moment précis où la science moderne développait les outils nécessaires à leur étude sérieuse constitue l'une des énigmes de notre ère. Bien que le diapason à 40 à 38 Hz était banni des salles de concert modernes, la structure mathématique de l'univers,
La géométrie des pierres anciennes et la résonance des vieilles cloches conserva à jamais la mémoire de cette harmonie perdue. Thank you for watching. En don forgé tolique en subscribe to support Médard en Mysterious History content.